Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Alors qu'on entre dans la dernière phase du procès de Donald Trump à New York, c'est l'attaque frontale de l'acteur Robert De Niro envers l'ex-président des États-Unis à l'extérieur du tribunal qui a retenu l'attention. Stéphane, on vit vraiment à une époque formidable. Oh, que c'est bien dit. Mais si j'emploie si souvent l'expression, c'est parce que je le pense effectivement. Nous vivons à une époque formidable. Le monde change. Ce que nous pensions relever de la fiction il y a 5 minutes devient la réalité aujourd'hui. Et des acteurs deviennent des clowns. C'est par exemple le cas de monsieur Robert De Niro, qui ne manque jamais une occasion d'enfoncer une porte ouverte et qui hier a fait un spectacle qui, quant à moi, relevait du pathétique en marge du procès Trump. On peut peut-être commencer par quand même ce qui devrait être la substance de la nouvelle, parce qu'il reste que les délibérations vont commencer aujourd'hui et on devrait savoir dans les prochaines heures, sinon dans les prochains jours, si oui ou non Donald Trump est coupable d'avoir falsifié son grand livre et d'avoir détourné de l'argent à des fins électorales. Le juge Merchan qui préside ce procès va surtout se donner ce matin des instructions qui vont être extrêmement importantes parce que c'est lui qui balise la route du jury, qui leur dira comment ils devront délibérer, ce qui doit être considéré, ce qui ne doit pas être considéré. Donc, il va, d'une certaine manière, sinon d'une manière certaine, gainer la pensée des 12 jurés. Et c'est là qu'on va savoir s'ils ont de la marge d'interprétation ou pas. Mais ça compte. C'est clair que ce que dit le juge, en partie, détermine la matière à réflexion du jury. Ceci étant dit, ce jury, je pense, est en délibération depuis une semaine, parce que ça fait une semaine qu'il se passe plus rien. Il y a eu les plaidoiries finales hier. On n'a franchement rien appris de nouveau. On a répété de part et d'autre, les avocats de la défense et les procureurs, que l'affaire reposait pour l'essentiel sur le témoignage d'un homme qui a une très mauvaise réputation, le témoignage pourri de quelqu'un qui a une très mauvaise réputation, Mike Cohen, que tout le monde reconnaît comme étant un menteur compulsif. Donc, le procureur du district de New York le sait, a d'ailleurs d'entrée de jeu dit à tout le monde, dit au jury, c'est vrai qu'il n'est pas parfait, mais c'est celui qui nous permet de faire la démonstration dans ce cas-ci. Puis évidemment, les avocats de M. Trump l'ont souligné aussi. Est-ce qu'on peut faire reposer toute l'affaire sur le témoignage d'un menteur? Je rappelle quand même que dans un autre procès civil, la parole de Mike Cohen a été déterminante. L'affaire donc où il a été accusé, M. Trump est reconnu coupable d'avoir grossi artificiellement son chef d'affaires, reposait pour beaucoup sur le témoignage de Mike Cohen, qui était son fixeur, son avocat, et le juge à ce moment-là avait dit, c'est vrai, c'est un homme qui s'est parjuré, c'est quelqu'un dont la réputation n'est pas idéale, mais dans les circonstances, on peut écouter ce qu'il a à nous dire. Puis je vois très mal le juge Merchant aujourd'hui dire le témoin principal est fondamental dans cette affaire. Vous devez prendre son témoignage avec des pincettes. Je pense que ça n'arrivera pas. Donc, début des délibérations, ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce que ça va arriver rapidement ou au contraire, le temps va s'étirer. Si le temps s'étire, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4 jurés qui estiment que l'affaire n'est pas dans le sac. On pourrait tout aussi bien se réveiller dans quelques heures avec 12 jurés qui sont arrivés à la conclusion que la preuve n'est pas déterminante. J'en doute. À New York, ça me semble parfaitement improbable. Je ne pense pas pour autant que M. Trump soit encore reconnu coupable. C'est-à-dire que l'affaire n'est pas entendue. Donnons-nous quelques heures, sinon quelques jours. En attendant, ce qui va être intéressant, c'est le cirque, le sideshow auquel on a assisté hier. Tu parlais de Robert De Niro. Je sais pas si tu as été surpris, si tu as trouvé l'affaire intéressante. Faut voir que c'est une opération de guérilla. Depuis des années, là, très ouvertement. Il fait partie de ces acteurs qui sont très vocaux à l'endroit de leur haine envers M. Trump. Là. Viscéralement, il a envoyé paître quelques-uns des supporters de M. Trump qui peuvent être aussi parfaitement débiles, entendons-nous, en disant « fuck you, man ». Il faut voir aussi que Robert De Niro est la voix officielle d'un message de campagne pour Joe Biden. Je disais, c'est une opération guérilla, ce que n'avait pas encore fait la campagne de M. Biden en marge du procès
de Donald Trump. Je crois que chez les démocrates, il y a une certaine jalousie sur le temps média dont jouit Donald Trump depuis quelques semaines avec son procès. On en avait parlé. La meilleure manière de faire campagne pour Monsieur Trump à peu de frais, c'est la campagne stationnaire. Zéro frais de déplacement. Tout se passe à New York. La Petite presse se déclaration déplace. avant d'entrer dans le tribunal. Entrée, sortie, les Voilà. fans de M. Trump qui se présentent, son chorus line qui est derrière lui, son chœur pour venir chanter ses louanges. Alors même si c'est de la très mauvaise publicité, même si pour l'essentiel, la couverture médiatique n'est pas favorable, c'est le vieux dicton de M. Trudeau, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, puis Dieu sait si on en a parlé, je suis moi-même une victime du rouleau compresseur, quoi, un matin sur deux, un matin sur trois, sinon un sur un, on parle de Donald Trump, et il y a un appétit sans fin, parce que tu le disais tout à l'heure, c'est une époque formidable. À quelle autre époque aurions-nous pu imaginer quelqu'un capable, à toutes les étapes, de défier les probabilités? Et encore une fois, c'est ce qu'il fait. Alors, je pense que les démocrates ont perdu patience, ils ont décidé d'ailleurs d'aller déplacer subtilement ou pas l'affaire, parce que au procès à New York, évidemment, c'est une affaire de corruption, disons comme ça, mais le déplacement des lignes, c'était surtout de dire, ben, il y a un procès que vous n'avez pas encore vu ou entendu, qui n'a pas eu lieu, c'est celui du 6 janvier, parce qu'il y avait aux côtés de Robert De Niro, qui s'est illustré, comme on le disait tout à l'heure, peut-être pour les mauvaises raisons. Quant à moi, je pense que c'est plus que de l'enfonçage de porte ouverte, c'était clownesque dans ce que ça a de plus pathétique. Puis ces appels répétés qui ressemblent un peu à ce qui se passait en 2016. C'est non seulement l'avenir de la démocratie qui est en jeu, mais c'est le sort du monde. C'est l'hyperbole qui finit, à force d'être répété, par perdre toute crédibilité. C'est de crier au loup. Je pense que ça ne marche plus. Puis il y a certainement aucun des électeurs de M. Trump qui est secoué par ce genre d'admonestation. En fait, ça vient juste renforcer ou cristalliser la haine des élites, qui est souvent celle des supporters de M. Trump et qu'incarne, malgré son attitude de bad boy, Robert De Niro, parce que c'est ce qu'il incarne. Et là, donc, hier, on disait, écoutez, si c'est pas à New York que ça va se passer pour M. Trump, s'il n'était pas reconnu coupable, rappelez-vous, électeurs, que l'affaire du 6 janvier, ce procès qui n'a pas encore eu lieu, et aux côtés de M. De Niro, c'était donc des gens qui étaient aux premières loges dans la sécurité autour du Congrès et qui ont été débordés par les manifestants, qui étaient là pour souligner voulez-vous vraiment d'un président qui n'a pas reconnu le processus électoral en 2020, qui a essayé de saboter au jour où le résultat des élections devait être certifié au Congrès? Rappelez-vous, c'est cet homme-là que vous vous préparez à réélire. Mon impression, alors c'est d'un point de vue tactique, c'est une belle tentative. Quant à moi, ça a complètement fait chou blanc, ça n'a pas fonctionné et c'est une mise en garde pour les organisateurs démocrates qui, quand ils veulent justement déplacer dans les marges, être plus guérilla, ont tout intérêt à faire très attention, parce que là, j'ai moi la nette impression que ça a non seulement fait long feu, mais que ça s'est retourné contre eux. Mais Stéphane, puis De Niro est allé même encore plus loin en disant, si ce gars-là est réélu en novembre prochain, il ne voudra plus partir de la Maison-Blanche. Il partira plus. Oui, oubliez ça, là, oubliez ça, un mandat de 4 ans. Il repartira plus de là. Il va s'accrocher après les rideaux du bureau ovale. On est mis en garde souvent, ça sera un dictateur parce que, à la blague ou non, mais il faut faire attention avec M. Trump, ça ne l'excuse pas, mais il faut juste être capable de se rappeler de la méthode. Il a aussi dit qu'il encouragerait la Russie à envahir les pays de l'OTAN qui ne payaient pas leurs cotisations. Je suis pas sûr qu'on soit là tout à fait. Il avait dit à la blague, je serai le dictateur d'un jour. Quand je vais arriver, je vais faire le ménage une journée. Donc, à partir de ça, c'est pas subtil. C'est pas nécessairement une bonne idée. Sinon, encore une fois, on en parle. Ça nourrit la loupe. Puis je pense que dans l'époque formidable que nous vivons, les électeurs, américains et ailleurs, on pourra en parler aussi parce que l'Europe a des élections qui se pointent à l'horizon, mais les électeurs comprennent le deuxième degré. C'est-à-dire que le deuxième degré, dans ce cas-ci, évidemment, c'est qui va croire qu'il annonçait ce jour-là, Trump, qu'il avait l'intention d'être un dictateur? Personne, sans doute. Mais
c'est aujourd'hui le petit bois qui permet à Robert De Niro et d'autres de dire il va s'accrocher, il va rester. Et encore une fois, c'est le début de la fin de la démocratie. On a dit la même chose en 2016. Alors peut-être qu'il y a des chances que ça soit vrai et que Donald Trump, je le dis en te regardant avec un clin d'œil, parce que je ne crois pas ça. Je crois qu'il peut être nuisible, je crois qu'il peut être désagréable. Je pense que ça peut sentir le souffle quand on parle de M. Trump. Je pense que toutes sortes de choses. Mais qu'il va décider, lui, de s'accrocher. S'il avait eu une occasion de le faire, c'est en 2020, ben, pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Il avait mis en place la mécanique, la rhétorique pour dire ces élections ont été truquées, il n'y a pas question que je joue dans ce film-là. Or, il est parti le 20 janvier. Il n'était pas présent pour accueillir M. Biden. Ça a été un mauvais perdant, mais il est parti. Alors, on dira, les circonstances ont changé. Je dirais, quelles circonstances? S'il fallait qu'il soit réélu, il pourrait mettre en place peut-être une garde prétorienne qui, tranquillement, ferait, encore une fois, dans un film de politique fiction, c'est possible. On peut s'en convaincre. Je crois sincèrement que c'est une rhétorique vide qui alimente la peur et qui est contre-productive, encore une fois, pour ceux-là même qui voudraient que M. Biden soit réélu, parce que ça ne fait que gonfler la voile de ceux qui appuient M. Trump et qui disent hey, « vous avez rien compris, on n'en est pas à attendre un messie qui va justement s'accrocher au pouvoir et qui va forcer un coup d'État. » Enfin, je ne le pense pas, je ne crois pas. Je répète toujours la même chose, je peux me tromper, parce qu'évidemment, dans l'absurde, tout est possible. Mais là, c'est gros. Et ça n'a, je sais pas ce que t'en dis toi, là, mais ça n'a aucune résonance, sauf auprès d'un petit groupe qui, entre eux, dans une chambre d'écho, sont dans un état hystérique parce que l'improbable est en train de se produire. C'est-à-dire qu'il revient et que les sondages font la démonstration que non seulement il revient, mais qu'à moins d'un accident terrible, cardiaque ou autre, il y a de bonnes chances d'être le prochain président des États-Unis. Et je comprends que ça donne de l'urticaire. Mais c'était écrit probablement depuis quelques années. Et comme plus tôt en 2016, personne ne voulait y croire. Et aujourd'hui, là, l'improbable, je le répète, est en train de devenir le très possible. On n'en est pas une surprise près avec la politique américaine. Tu as fait référence tantôt, Stéphane, de ces élections en Europe. Penchons-nous sur les cas de la France, l'Allemagne également, où les partis de droite pourraient faire de très bons scores. En fait, c'est un peu l'écho pas très lointain de ce qui s'est passé aux États-Unis, de ce qui continue à se passer aux États-Unis. Appelons ça la vague populiste. En tout cas, c'est l'étiquette qu'on colle à ça aujourd'hui. Puis c'est pas une étiquette sympathique. En général, quand les médias disent que tu es populiste, c'est pas parce qu'ils te trouvent agréable à fréquenter. Mais l'Europe, dans son ensemble, effectivement, bascule depuis quelques années dans le camp du populisme à droite, sinon à l'extrême droite, parce que l'exercice d'extrême droitisation, c'est toujours la meilleure manière de disqualifier ceux qu'on ne veut pas voir au pouvoir. Par exemple, le Rassemblement national en France. J'aurais voulu en parler de Paris. Je le ferai probablement pour les élections européennes de la Finlande ou des Pays-Bas, le toucherai dans 2 semaines parce que ça les concerne aussi. Mais en France, parce que c'est là que ça se joue beaucoup, le Rassemblement national, l'ancien Front national de Jean-Marie Le Pen, avec un jeune homme à sa tête, on en a parlé quelques fois, Jordan Bardella, est à 32, 33, 34% d'appui dans une assiette électorale où il y a plusieurs partis qui se bagarrent. Donc, c'est pas 2 partis qui sont vis-à-vis, c'est un ensemble de partis. Et tu as un parti, le Rassemblement national, qui fait 34%. Si tu ajoutes à ça les forces d'Éric Zemmour, Reconquête, avec Madame Maréchal, qui est aussi à la tête de la liste, Marion, la nièce, il faut faire attention, c'est 2 familles politiques, mais une même famille. Eux font 6-7%. Donc, l'extrême droite en France, parce que c'est toujours là qu'on les place, en ce moment, dans les sondages, sont à 41% d'appui. C'est colossal. Tu parlais de l'Allemagne. La deuxième force politique en importance est considérée par les services de renseignement comme une menace à la démocratie. Ils sont sous surveillance. C'est-à-dire que tu es dans une position extraordinaire. Imagine le deuxième parti aux communes
le parti conservateur, par exemple, ou même le NPD, qui serait considéré par la GRC, service de renseignement, le ministre de la Sécurité publique, comme une menace à la démocratie canadienne qui justifie de les avoir à l'œil. Et c'est exactement de ce qu'il est, de ce dont il est question en ce moment en Allemagne. Et je ne te parle pas des Pays-Bas, je ne te parle pas du Portugal, où la droite, l'extrême droite encore une fois, parce que c'est comme ça qu'on aime la caractériser, est en train de faire des gains en vue de ces élections européennes, qui sont pas banales, parce que par exemple pour la France, c'est le dernier grand rendez-vous électoral avant les présidentielles de 2027. Donc c'est 720 députés qui vont être élus, qui ont du vrai pouvoir, parce que l'Union européenne aujourd'hui a un ascendant déterminant sur les nations, sur les pays. 720 députés, c'est fait proportionnellement à la population de chacun de ces pays. Donc, c'est l'Allemagne qui aura le plus gros contingent, comme toujours, de députés au Parlement européen. La France arrive en deuxième avec 81 députés et ça va être un véritable test de ce déplacement. C'est pas nouveau, je suis pas en train d'annoncer quelque chose qu'on ne connaît pas, mais ce déplacement vers la droite, sinon même l'extrême droite, puisque c'est l'étiquette, les populistes, ça dit qu'il y a une frange importante de la population qui se fout des étiquettes qu'on lui colle, qui est impatiente de changement, qui est cynique, qui ne croit absolument plus aux promesses des politiques et qui, sur certains enjeux, à travers toute l'Europe, est fédéré autour de ce qui est aujourd'hui indépassable. Par exemple, la question de l'immigration. Pour la France, c'est vrai pour les Pays-Bas, c'est vrai chez les Anglais qui ne sont plus dans l'Union européenne, mais c'est vrai chez les Anglais, même pour le parti conservateur qu'on ne peut pas qualifier d'extrême droite, qui est au pouvoir, va se faire battre d'ailleurs aux élections, j'en suis convaincu, le 4 juillet prochain. Je parle des élections au Royaume-Uni, en Angleterre en fait, mais ce parti conservateur a quand même mis en place une politique de déportation où les immigrants illégaux, alors ça se fait au compte-gouttes, sont envoyés au Rwanda. Je dirais l'image de ça, la mécanique de ça, le discours autour de ça est évidemment lié à ce que les conservateurs, comme toutes les forces politiques, ont comprise qu'il y a en ce moment quelque chose qui ne fonctionne plus et qu'il est nécessaire, ne serait-ce que pour faire la démonstration de ce que ils ont catché le message. Il est important de dire on fait quelque chose. Alors, je le répète, pour ce qui est de l'Angleterre, c'est pas des milliers d'illégaux qui ont été déportés vers le Rwanda, mais convenons-en, c'est assez spectaculaire. Il y a d'autres pays en Europe qui se posent la question, quel pourrait être notre outil dissuasif pour faire en sorte que ceux qui penseraient venir chez nous ne seront pas tentés de le faire, sont des menaces de déportation au Rwanda ou ailleurs. Donc, dans ce contexte-là, des élections européennes qui vont être non seulement intéressantes, mais importantes sur l'échiquier politique mondial et qui s'inscrivent parfaitement dans ce que les États-Unis nous ont fait voir depuis 8 ans. Monsieur Trump était le canari dans la mine en 2016, qui a surpris tout le monde. Ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des gens pour ne pas vouloir l'entendre, le canari, ou le voir. Merci Stéphane. Canari orange. Oui, tout un canari. Avec toutes sortes de plumes. Salut mon cher.